Voilà, bienvenue donc à notre émission. Jacques Roger Show sur Nera Radio. Nous allons aller donc du côté donc de Conakry, pour avoir donc notre invité, M. Selou Dalen Diallo, qui est donc le président donc de l'UFDG, pour faire un peu donc le bilan de la situation un peu sociopolitique en Guinée. Bonjour, M. Selou Dalen Diallo, comment allez-vous? Ça va bien, merci, M. Jacques Roger. Voilà, et votre morale. Bon, disons qu'une semaine après, donc, si vous voulez, le succès donc de votre marche, le 27 février, quel est aujourd'hui l'état des lieux? Bon, écoutez, d'abord, il faut revenir sur cette marche pacifique que nous avons voulu organiser. Et nous sommes partis de Anko 5, pour ceux qui connaissent Conakry, ce mercredi, avec une marée humaine, et nous descendions tranquillement vers le point de ralliement, en l'occurrence la terrasse du stade du 28 septembre. Beaucoup de Conakryens étaient sortis pour répondre donc à l'appel de l'opposition. Et arrivé au niveau du siège du RPG, naturellement, nous avons assisté, vu une pluie de cailloux et de pierres tomber sur le cortège. Et les forces de l'ordre ont appuyé les loupards du RPG qui jetaient ces pierres sur le cortège. Et il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu des balles réelles qui ont été tirées sur la foule. Et nous avons été réprimés avec une violence inouïe. Et nous sommes malgré tout, ceux qui ont pu passer ont continué leur chemin jusqu'au niveau du directoire du RPG. Là aussi, nous avons fait l'objet d'attaques de la part des forces de l'ordre qui nous ont pulvérisé le gaz lacrymogène. Et là aussi, ceux qui ont pu passer sont arrivés quand même à l'esplanade du stade du 26 septembre où attendait déjà une foule. Et nous avons pu délivrer nos discours. Mais le pouvoir n'a pas digéré le succès de la marche. Il avait bien entendu planifié tout. D'abord de casser la marche au niveau du RPG, mais ils avaient décidé de se saisir de ces violences-là pour réprimer sauvagement les militants de l'opposition. C'est ainsi que le lendemain très tôt, les loupards du RPG, appuyés par les forces de l'ordre, ont vandalisé les boutiques à Madina, ont brûlé certains et ont vandalisé d'autres. Beaucoup de policiers ont investi des quartiers peut-être de l'opposition comme Handalay, Koloma Bambeto, Koza, Wanindara, où les forces de l'ordre se sont livrées à des exactions que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont détruit les biens des gens, ils ont bastonné les femmes, ils ont bastonné des jeunes enfants, ils ont mutilé même des enfants, ils ont détruit les concessions, mis le feu à des maisons, procédé à des arrestations massives de jeunes, parce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, plus de 120 personnes sont déférées, sont à la prison centrale, donc mises à la disposition de la justice. Et depuis ce jeudi jusqu'aujourd'hui, ces quartiers réputés être les fiefs de l'opposition, notamment de l'UFDG, sont investis par les forces de l'ordre qui se livrent à toutes sortes d'exactions. Et aujourd'hui, en termes de bilan humain, on est à 8 morts issus de l'opposition, 8 morts qui ont été des jeunes qui ont été assassinés. Il y a un jeune de 13 ans, il y a des jeunes de 15 ans, de 16 ans. Tous ces gens ont été assassinés par les forces de l'ordre. La nouveauté, c'est qu'hier, dans l'après-midi, les militaires sont sortis du camp Al-Fayaya, les bérets rouges, et se sont joints aux forces de l'ordre et sont mis à tirer sur la foule. Ils ont assassiné ainsi déjà 2 jeunes hier et ils ont blessé une douzaine de personnes, dont 5 sont encore dans un état extrêmement grave. Donc nous avons subi une tragédie depuis le mercredi passé en Guinée ici. C'est du jamais vu. Jusqu'à maintenant, les forces de l'ordre continuent de réprimer. L'objectif de M. Alpha Condé et des extrémistes du RPG, c'est de tuer toute capacité de manifestation, de contestation de son régime à l'avenir. Mais il faut aussi saluer le courage, l'héroïsme de nos jeunes qui ont résisté, qui se sont battus pour se défendre. Et vraiment, il faut leur rendre hommage, ces jeunes de Koloma, Amdalay, Bellevue, Wanindara, Bambeto, partout. Les gens ont résisté. Et c'est ça vraiment qui est réconfortant pour les partis politiques de l'opposition. Mais M. Alpha Condé, au-delà de ça, a voulu transformer cette contradiction politique entre le pouvoir et l'opposition en contradiction communautaire entre les Peuls et les Malinqués. Parce qu'en visant
spécifiquement les boutiques des Peuls, et en le faisant savoir, en visant les quartiers majoritairement habités par les Peuls, ils voulaient donner l'impression que c'est les Malinqués qui veulent s'attaquer aux Peuls. Et heureusement, grâce à la sensibilisation des leaders de l'opposition, parce que nous disons que ce n'est pas une guerre entre les communautés, entre les Peuls et les Malinqués. C'est une guerre contre la dictature, contre l'exclusion, contre l'injustice, contre la restriction ou la suppression de nos espaces de liberté. C'est pour ça que nous nous battons. Et nous avons des Malinqués vraiment convaincus du bien fondé de nos objectifs, qui se battent à nos côtés, aussi bien à l'intérieur des partis qu'au niveau de la coalition de l'opposition républicaine. Lansana Koyaté, dont la majorité des militants sont des ressortissants de la communauté mandingue, il est là, ils sont là, et nous sommes en train de sensibiliser les gens pour que cette contradiction, cette lutte contre la dictature d'Alpha Condé ne soit pas transformée comme en guerre entre la communauté Peul et la communauté malinké, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Et Alpha fait tout pour diviser les Guinéens, parce que c'est lui qui a instruit ces extrémistes comme les Malik Sankom d'aller attaquer les boutiques des Peuls, d'aller dans les quartiers des Peuls se livrer à ces exactions, pour qu'on dise que c'est les Malinqués et que finalement notre pays soit la proie de guerres fratricides entre des communautés qui ont tout en partage. Donc voilà aujourd'hui la situation. Nous avons 250 blessés, dont une trentaine dans les hôpitaux dans un état grave. Nous avons 8 morts aujourd'hui, dont les corps sont encore à la morgue. Et l'opposition républicaine a décidé demain d'organiser un cortège funèbre de la grande mosquée jusqu'à Bambeto pour enterrer ces jeunes-là à Bambeto après avoir fait la prière sur les corps au niveau de la grande mosquée. Donc tous les citoyens guinéens sont invités à cette cérémonie pour rendre hommage à ces jeunes qui ont donné leur vie pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Donc voilà un peu le point. Si vous avez des questions précises, je suis à votre disposition. Oui, n'empêche que dans certains quartiers, nous avons certainement assisté à un affrontement, comme l'avait dit tout à l'heure, intercommunautaire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu préoccupé par cela? Non, nous sommes en train de sensibiliser les gens et les gens sont en train de comprendre. Sont en train de comprendre, c'est parfois difficile. Lorsque du côté du pouvoir, on demande de viser une communauté particulière, que cette communauté ne prenne pas la communauté dont se réclame M. Alpha Condé comme celle qui est responsable. Alors que c'est une question de politique, c'est une question de pratique d'un gouvernement donné qui est là, c'est cette pratique-là qu'il faut combattre. Il ne faut pas se lever et essayer de combattre une communauté. Nous sommes en train de mener une sensibilisation qui est en train de porter à cet égard. Mais à ce niveau, quelle est effectivement votre marge de manœuvre, puisque nous sommes dans une situation de sauve qui peut? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez encore une maîtrise un peu, j'allais dire, de vos militants, puisque nous sommes dans une situation de sauve qui peut? Non, j'accepte que c'est un peu difficile dans la mesure où que l'écrasante majorité des militants du RPG, c'est surtout les loubards, c'est des jeunes malinqués. C'est facile d'assimiler justement les extrémistes de ce parti à une communauté. Mais nous sommes en train de sensibiliser. Et je vous ai dit, il y a eu quand même cette sensibilisation est en train de porter dans la mesure où aujourd'hui on a évité aujourd'hui qu'on s'attaque directement au bien de tous ceux qui sont malinqués. Et ça a commencé, aujourd'hui, ça a commencé à porter. Et donc c'est vrai, la marche est facile puisque les gens, le pouvoir travaille en termes d'ethnie et la résistance et la résistance et la défense que les autres sont obligés d'organiser. On a toujours peur que ça ne soit par rapport à une ethnie et nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour éviter que ça ne soit le cas. Alors, par rapport à la rencontre d'hier, pourquoi aviez-vous choisi d'envoyer un représentant cette fois-ci? Écoutez, nous avons décidé d'envoyer quelqu'un d'abord parce que nous sommes en deuil. Nous avons les biens de nos militants qui ont été pillés, les boutiques ont été vandalisées. Nous avions déjà 5 corps à la morgue déjà. Nous avions près de 177 blessés graves. On était occupés à nous occuper justement de ces malades, de ces morts, et nous avons envoyé quand même un représentant, notre porte-parole, pour délivrer notre message, marquer notre disponibilité d'aller au dialogue, mais un dialogue structuré où l'ordre du jour serait précisé, c'est-à-dire c'est les divergences et les points qui opposent aujourd'hui le pouvoir et l'opposition, c'est ces questions qu'il faut discuter, il ne faut pas étendre
l'objet de ce dialogue, à toutes les questions auxquelles la Guinée est confrontée. Nous sommes là. Les conflits sont nés par rapport au processus électoral. Quel opérateur va procéder à la mise à jour du fichier et à la gestion de ce fichier? Est-ce que les Guinéens de l'extérieur pourront exercer leur droit de participer au scrutin de liste? Et quel est le chronogramme sur lequel on pourrait se mettre d'accord pour que ça ne soit pas la décision unilatérale de M. Alpha Condé qui s'impose à tout le monde? Il décide que les Guinéens de l'extérieur ne votent pas, ça doit s'imposer, ça ne se discute pas. Il décide que l'opérateur va être Marc Sabari, ça ne se discute pas, c'est sa décision. Il décide que le chronogramme, c'est celui qui conduit à l'organisation des élections le 12 mai, ce n'est pas discutable, c'est sa décision. Nous ne voulons pas ça. Si M. Alpha Condé veut la paix, il accepte qu'on s'essaye, qu'on décide du recrutement d'un nouvel opérateur dans la transparence, un opérateur expérimenté, capable de tenir la balance égale entre les compétiteurs, et qu'on décide de faire exercer par les Guinéens de l'extérieur leurs droits accordés par la Constitution de la République de participer à ces élections. Et que le chronogramme qu'on discute de la date, il ne veut pas ça, il veut dicter à tout le monde ce qu'il veut. Le peuple de Guinée ne va pas l'accepter. Et donc nous sommes allés pour dire que... Je disais que le président a instruit... Oui, le président a instruit son premier ministre d'organiser donc une rencontre avec les différents partis. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à cette décision? Est-ce qu'on peut parler d'avancée? Nous ne sommes pas satisfaits déjà parce que nous pensons que le dialogue doit mettre en face le pouvoir et l'opposition. On peut élargir à des témoins. Mais nous voulons une médiation internationale parce que la crise de confiance est telle que entre Guinéens, nous pensons que nous avons besoin encore d'une médiation internationale. Ce n'est pas pour rien que M. Alpha Condé s'est empressé de faire dissoudre le groupe international de contact. Parce qu'il veut tout faire, tout seul, dicter aux autres tout ce qu'il veut. Et nous n'accepterons pas. Donc l'origine du conflit actuel, c'est parce qu'il veut nous imposer non seulement l'opérateur, nous imposer l'exclusion des Guinéens de l'extérieur du vote alors que la loi leur en donne le droit. Décider d'organiser les élections à une date qui lui convient, avec son opérateur, avec sa CENI, sans aucune consultation, ni des commissaires qui nous représentent à la CENI, ni de la classe politique. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes disposés à dialoguer dans un cadre bien structuré autour d'un ordre de jour précis, c'est-à-dire les points de divergence qui opposent aujourd'hui le pouvoir à l'opposition par rapport au processus électoral. Avec une médiation, avec un arbitrage international. Par rapport au vote des Guinéens de l'étranger, le camp présidentiel dit qu'il sera pratiquement difficile d'enrôler tous les militants, donc tous les Guinéens de l'étranger. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ça? Écoutez, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer là-dessus. Le pouvoir aime l'amalgame. Cette question était déjà réglée. En 2008, du vivant de Lansana Conté, Alpha Condé était de ceux qui revendiquaient le vote des Guinéens de l'extérieur pour les législatives, pour le scrutin de liste. Il faut le rappeler. Nous étions les deux les plus chauds pour que les Guinéens de l'extérieur votent. Le gouvernement nous a opposé l'insuffisance de moyens pour faire voter les Guinéens de l'extérieur. On a décidé ensemble, le RPG présent, de limiter le vote à 17 pays où il était supposé que les communautés guinéennes étaient suffisamment importantes pour justifier l'organisation du scrutin dans ces pays-là. C'était par rapport aux législatives de ces 17 pays dans lesquels ils ont voté les présidentielles que ces pays ont été sélectionnés en présence du RPG. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle M. Alpha Condé ne veut pas que les Guinéens de l'extérieur votent est le fait que le score qu'il a réalisé à l'étranger aux élections présidentielles était très faible. L'UFDG a bénéficié du vote, a totalisé presque 80% des suffrages exprimés à l'extérieur. Donc il ne veut pas que les Guinéens de l'extérieur votent parce qu'il sait qu'il sera battu là par l'UFDG. Alors, mais nous ne disons pas que les Guinéens qui sont dans les 134 pays où c'est supposé exister des Guinéens doivent voter. Nous voulons qu'ils votent dans une vingtaine ou dans une trentaine de pays. Pas plus. Ou au moins les 17 dans lesquels ils ont voté pour la présidentielle, où il y a un fichier
où il s'agit de faire la révision, recenser les Guinéens qui vivent dans ces pays-là et qui n'ont pas pu être recensés pendant le dernier enrôlement, et puis leur permettre de participer donc à cette élection législative. Ce n'est pas dans le monde entier comme a tendance à le dire le gouvernement. C'est tout juste pour faire l'amalgame, pour justifier ce refus. Nous ne sommes pas fous pour demander que dans les 150 pays du monde où il y a des Guinéens, qu'on organise dans chacun de ces pays de vote. Nous avons 17 pays. On peut aller à 25 ou à 30 au maximum. Si on était de bonne foi, on voulait aider vraiment les Guinéens à jouir d'un droit consacré par la Constitution de la République. Oui, mais le pouvoir en place dit que bon, c'est une question financière, que la Guinée n'a pas pratiquement tous ses moyens pour organiser ces recensements. Le vote des Guinéens de l'excellence, selon l'actuel CENI, c'est 11 milliards de francs guinéens. Ça fait 1 600 000 $. Pour la révision et pour le vote, c'est pas la mer à boire 1 500 000 $. C'est pas ça, il n'y a pas 17 pays, c'est rien. Vous envoyez des équipes pour faire la révision. Et je vous rappelle que 80% de ces électeurs se trouvent dans les pays limitrophes. En dehors des pays limitrophes, vous avez quoi? Peut-être l'Angola, vous avez le Nigeria, le Maroc, l'Europe et les États-Unis. Sinon, la dizaine de pays, c'est d'à côté. Donc, ce n'est pas une question de coût. 1 550 000 $, le gouvernement guinéen peut permettre à des citoyens d'exercer un droit qui leur est reconnu par la Constitution. Ce n'est pas vraiment la mer à boire s'il y avait la volonté politique. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique de les faire voter. Alors, certaines personnes n'a pas intérêt. Oui, certaines personnes disent puisqu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2 années, il faut plutôt procéder à un recensement qu'à une révision des listes. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Non, la loi est ferme, est formelle. La loi dit que le fichier électoral est permanent. On doit le réviser chaque année précédant une élection. Donc, on fait la révision. La révision consiste à quoi? À recenser ceux qui n'ont pas été recensés, pour une raison, notamment parce qu'ils n'avaient pas l'âge, à radier ceux qui sont morts et à constater le déplacement de certains électeurs. Si vous étiez aux États-Unis, vous êtes rentré en Guinée, on vous raye de la liste des États-Unis, on vous recense dans la liste de Zéro-Corée, si vous êtes à Zéro-Corée, ou à Conakry, si vous êtes à Conakry. C'est ça la révision, c'est simple. C'est pas compliqué. Ceux qui ne sont pas dans la liste viennent se présenter, justifier qu'ils sont guinéens et qu'ils n'ont pas été recensés l'année précédente. Bon, avec la biométrie, s'ils veulent tricher, automatiquement, à la centralisation, la machine décèle les doublons. Si vous faites recenser à Zéro-Corée, vous allez vous faire recenser à Atlanta, puisqu'on centralise. C'est de la biométrie. Mais automatiquement, vous êtes rejeté et vous tombez dans une corbeille où on va voir quelle est la bonne. Parce que c'est les mêmes empreintes digitales, c'est la même photo, c'est les mêmes données alphanumériques. C'est ça aussi l'avantage de la biométrie. Au niveau de la Guinée, nous assistons quand même à une crise de confiance de façon générale. Alors, croyez-vous encore à la sincérité donc, du chef de l'État, le président Alpha Condé, et surtout à M. Fofana de la CENI? Bon, le problème, lorsque M. Fofana a été désigné dans les conditions que vous savez, nous avions beaucoup de doutes quant à sa capacité, justement, d'être neutre et impartial dans la gestion de cette CENI, parce que la CENI est une institution importante, tout le monde connaissait ses affinités ou ses acquaintances avec M. Alpha Condé depuis de longues années. Mais nous avons dit que c'est un Guinéen. Dès lors qu'il a accepté de prêter serment, de jurer, de respecter le code électoral et de faire respecter le code électoral, de tenir la balance égale entre les partis politiques, nous avons dit faisons-lui confiance, et puis jugeons-le à travers ses actes. Malheureusement, tous les actes qu'il a posés depuis qu'il est là, c'était en violation flagrante du code électoral et des lois de la République, et c'était des positions partisanes en faveur du RPG et de l'Arc-en-Ciel. Parfois, il va prendre ses instructions à la présidence, il vient les exécuter sans même prendre soin d'informer les autres membres de la CENI, notamment ceux issus de l'opposition. Donc, nous avons constaté ça. Il a caché le rapport de l'OIF. Il a diffusé un chronogramme qui n'était pas adapté par la CENI, qui fixait la date des élections au 12 mai, parce que c'est ça que Alpha Condé voulait. Il a fait le transfert des données du système
SAGEM au système Waymark sans informer aucun commissaire de la CENI. On ne sait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui qui a procédé à ce transfert. On sait seulement que le transfert est fait puisque les techniciens de l'Union européenne qui l'a fait venir récemment ont indiqué que le transfert est fait depuis longtemps. Et donc il a fait beaucoup de fautes graves qui, dans un pays normal, auraient valu vraiment son départ de la CENI. Alors, toutes les deux dernières questions, c'est que vous avez un emploi du temps très chargé. Hein? Alors, certaines personnes disent que, oui. De ces élections législatives, hein, le pouvoir est en train de plutôt tester donc les élections présidentielles. Hein? Quel est certainement votre point de vue par rapport à cela? Oui, si nous nous battons avec tant d'énergie pour éviter que le fichier ne soit géré aussi par des militants du RPG, c'est parce que nous avons aussi en perspective les élections présidentielles. Jusqu'à présent, M. Alpha Condé ne nous a pas dit pourquoi il a envoyé la SAGEM. Il n'a jamais donné un motif. Il a dit, désormais, le fichier va être géré par Sabari et Waymark, choisi par lui seul, dans la plus grande opacité, sans appel d'offres ni cahier de charge. Donc, là, il prépare les élections à l'avenir. Certainement, il prépare les législatives, mais il y a les autres élections, y compris la présidentielle de 2015. Donc, c'est pourquoi on a dit non. Il faut que le fichier soit entre les mains d'une société neutre et impartiale, expérimentée, ayant une réputation vraiment acceptable par tous. Et pour cela, il faut que cette société soit choisie dans la transparence, à l'issue d'un appel d'offres. Le pouvoir dit que la CENI, Sabari a été plutôt choisi par M. Sekou. Waymark avait été plutôt choisi par M. Sekou Ben Sida. Que cela ne vient pas certainement du parti. Ce n'est pas vrai, M. Jacques Roger. M. Alpha Condé nous a dit d'abord que c'était un don récent du gouvernement sud-africain lorsqu'il a été élu. Ça, c'est lui-même qui l'a déclaré, c'est pas moi. Il dit, c'est le gouvernement sud-africain qui nous a donné des équipements et une société pour faire la révision. Lorsqu'on les a coincés, le gouvernement sud-africain a démenti n'avoir jamais donné un kit. Ils ont dit non, alors c'est Ben Sekou qui avait choisi. Ben Sekou n'a pas choisi Waymark. Il y a eu une offre de Waymark à l'époque pour la centralisation des résultats pour l'élection présidentielle. Ce papier existe, mais ce n'est pas un contrat pour la révision. Et ça même, il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a eu qu'une offre dont réception a été accusée, et par aussi bien Ben Sekou que par Pigen. Mais il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et la preuve, Waymark n'a pas eu le marché de la centralisation. Cette opération de centralisation a été réalisée par l'OIF qui avait donc offert à la Guinée justement un système de centralisation des résultats de l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas vrai, c'est qu'ils n'ont pas d'explication. Parfois c'est Ben Sekou, tantôt c'est un don du gouvernement sud-africain, et plus récemment ils disent non, c'est la CENI là, il y a 3 semaines ou un mois qui a choisi Waymark. Mais le bidon Waymark est là depuis octobre 2011, il travaille. Alors demandez aux gens du pouvoir quelle est la vraie version. Est-ce que c'est le don du gouvernement sud-africain? Est-ce que c'est l'acteur CENI qui a sélectionné Waymark? Est-ce que c'est Ben Sekou? Mais comment Ben Sekou en 2010 aurait pu sélectionner Waymark pour la révision de 2013? Quand même, il faut qu'on soit sérieux, mais ils n'ont pas de scrupules, ils disent tout ce qu'ils veulent. Alors, M. Selou Dalein Diallo, la toute dernière question concernant un peu donc les États-Unis, c'est par rapport à la décentralisation que votre parti a décidé. Si l'idée en elle-même n'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est le mode, j'allais dire, de désignation donc des leaders ou bien des élections qui pose problème. Depuis 3 semaines, que ça soit donc à Queens, à Brooklyn et maintenant à Bronx, les choses sont beaucoup plus compliquées et vos militants sont de plus en plus mécontents par rapport à cette manière donc de faire où selon eux les élections ne sont pas du tout démocratiques. Alors quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, écoutez, ce n'est pas le compte rendu que j'ai reçu. On a envoyé un éminent membre du conseil politique du parti pour aller essayer d'asseoir les nouvelles fédérations dans le respect des règles démocratiques. Bon, il est arrivé souvent qu'au niveau du parti, le consensus ait été privilégié. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. On m'a dit juste que ça s'est très bien passé. À Queens, dans les deux premières fédérations, ça s'est bien passé. Bon, je n'ai pas encore le compte rendu
l'opération de, je crois, bronze qui devait avoir lieu dimanche parce qu'on est très occupé ici dans la gestion de cette répression que nous subissons ici. Je n'ai pas pu parler à El Abdoulaye Diouma pour avoir le compte rendu, mais bon, c'est des informations que j'ai reçues que ça se passait plutôt bien. Apparemment, oui, c'est à l'information que nous avons, mais nous avons assisté un peu. C'est que le mode d'élection, ce n'est pas pratiquement la même chose. À Bronx, hier, c'était donc le vote, j'allais dire, ils avaient demandé aux délégués d'élire. Donc le président, le nouveau fédéral s'est fait élu avec 11 voix ou bien 12 voix, et cela a posé beaucoup de problèmes. Je peux vous faire écouter au moins quelques échos de la rencontre d'hier pour certainement avoir une idée réelle de ce qui s'est passé. Cette politique d'implantation sur les conseils avisés du doyen Baba Madou. J'étais là quand il a passé le flambeau à elle. Vous pouvez installer des cellules. C'est de cette façon-là qu'on a. C'est ce que je voudrais vous dire. Mais nous... Okay. Première place. Non. Le secrétaire général de la section de Bronx et le président de la commission. Allô? Oui, monsieur Dallas, un peu dans le pouvoir que les choses se sont passées dans le pont. Allô? Oui, allô? Allô, oui? Oui, monsieur Dallas, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était des trucs au Congrès, des choses? Voilà, effectivement, au Congrès, ça s'est passé dans le brouhaha. Il n'y a pas eu d'élection réellement démocratique. Il y a un candidat qui a été donc choisi, l'autre a été écarté. Certaines personnes disaient que c'était le candidat pro-Selou qui a été plutôt choisi, et les autres candidats ont été écartés. Donc c'est une seule personne. Le candidat, l'FDG, c'est le candidat du président. Moi, je n'ai pas de choses. Une fédération... C'est une fédération. Bon, si je n'ai pas de candidat, je ne les connais même pas tous les deux. Je n'ai pas de préjugés. Bon, ceux qui acceptent d'adhérer à l'UFDG et qui font confiance à l'UFDG et à sa capacité de vraiment de conquérir le pouvoir et de conduire le pays vers la prospérité et dans l'unité, bon, c'est des amis à celles tous qui adhèrent à l'UFDG. Donc, je n'ai pas de militants ou de responsables préférés. Moi, je souhaite que tous les militants de l'FDG soient traités sur le même pied d'égalité et que les règles s'appliquent lorsqu'il y a une situation comme ça. Bon, je n'ai pas eu de compte rendu parce que je vous ai donné déjà ici beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de problèmes ici, beaucoup à attendre. Et avec leurs ordonnances qui ont été blessées, il y a beaucoup de décisions. Vraiment, je n'ai pas pu, très honnêtement, je n'ai eu aucun compte rendu des États-Unis par rapport à ça, parce que vraiment, on a passé un week-end extrêmement difficile, un début de semaine très, très difficile. Alors vraiment, je souhaite que ça se passe bien et que les gens se ressaisissent s'il y a eu des problèmes et qu'on puisse trouver des solutions. Aujourd'hui, l'UFDG est confronté à d'autres problèmes. Ici, pour faire face au pouvoir d'Alpha, à la répression qui nous est infligée, je souhaite que tout le monde se mobilise pour apporter son soutien au combat que nous sommes en train de mener ici, et vraiment pour nous aider à soigner les malades, à enterrer nos morts et à continuer le combat. Bon, dans un grand parti, c'est possible que ça arrive dans une structure de contradictions. Les gens tiennent au parti, ils veulent tous assumer des responsabilités et montrer qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des compétences. C'est bien ça, c'est le mérite du parti, mais parfois, au niveau du leadership, il y a des problèmes. Même au niveau du sommet, ça peut arriver. Mais ça n'affecte pas, je pense, que la santé du parti et puis la détermination des gens à apporter leur contribution au succès du combat que nous sommes en train de mener.
Merci beaucoup, Monsieur Selou Dalen Diallo. Hein. Portez-vous bien, hein, voilà, et à très bientôt. Un dernier mot, certainement, pour les auditeurs qui sont en ligne. Au revoir. Je demandais un dernier mot. Je voulais féliciter vraiment nos militants des États-Unis qui, je sais, sont fortement préoccupés par ce qui se passe ici et qui sont de cœur avec nous dans le combat que nous sommes en train de mener. Je tiens à les rassurer que nous ne décevrons pas leur espoir et que nous resterons fidèles à l'idéal que Bamamadou nous a transmis et nous allons mener le combat jusqu'au bout. Nous comptons sur eux pour faire preuve de plus de tolérance entre eux là-bas et pour continuer le soutien précieux qu'ils n'ont cessé d'apporter à la direction nationale du parti dans toutes les épreuves auxquelles on a été ici à un moment ou à un autre confrontés. Je les félicite vraiment pour leur engagement, leur détermination, les nombreuses marques d'attention qu'ils témoignent à la direction nationale du parti face aux épreuves que nous traversons actuellement. Merci beaucoup, M. Jacques Loger, et salut et à la prochaine. Merci beaucoup à M. Dalen. Surtout, portez-vous bien, M. Dalen. Au revoir. Merci bien. Voilà, nous étions donc en direct depuis donc Conakry avec M. Selou Dalen Diallo, qui est donc le président donc de l'UFDG. Hein. Alors, nous allons revenir